S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. De retour au studio, toujours beaucoup de plaisir, mais nouvel invité. Comment vas-tu, Hugo? Très bien, très bien. Attends, je vais poser ma question différemment. Dans quel mindset es-tu actuellement? Oh là là, c'est très French Tech comme manière de poser la question. Je suis dans un mindset constructif et positif. Eh ben écoute, j'ai hâte que tu m'envoies du positif, car comme je t'ai dit, j'ai eu quelques galères ce matin qui font que je vais m'imprégner de ton côté positif pour compenser avec le mien. Bon, tu es entrepreneur. Tiens, tu es entrepreneur depuis combien de temps? Parce que Tiga existe depuis plus de 10 ans. Ouais, je suis entrepreneur depuis 2014, 11 ans. Qu'est-ce que Tiga? Balance des chiffres, mets les termes, les bases. Qu'est-ce que Tiga? Donc déjà, comme tu m'as posé la question avant, ça se prononce bien Tiga et pas Taiga comme le rappeur américain. Il est sympa parce que je voulais pas passer pour un con, mais merci du coup, Hugo. C'est mais, cool. Mais je te rassure, il y a encore beaucoup de gens qui savent pas le prononcer et surtout à l'étranger. Dans les filiales à l'étranger, le Tiga, parfois il passe pas trop. Donc, Combien de pays? Bah attends, repitch-moi on le refait dans l'ordre. Allez, présente-toi, cher. Je vais présenter ma boîte et puis je me présenterai ensuite. Donc Tiga, c'est une boîte qu'on a montée avec un pote et associé en 2014. Okay. Et pour bien comprendre ce qu'on fait, il faut vraiment revenir au pourquoi on l'a montée. C'est-à-dire qu'on était chacun, à l'époque, on bossait, CDI, chacun dans des boîtes. Moi, dans une boîte très tech, j'étais dev. Je faisais du dev Java. Et lui, déjà dans un cabinet de conseil qui faisait du business, strat, tech, digital, voilà, une espèce un mélange d'un peu plein de trucs. Okay. Et à l'époque, on était très marqué. C'était l'époque des premières licornes françaises. Hein. Là, on est 2012-2013 quand on commence à parler du projet. Il n'y a pas encore 50 licornes françaises, c'est les Blablacar. Voilà, exactement. Dire, okay. C'était les premiers Criteo. Docto aussi? Non, pas Docto, encore. je ne sais pas s'ils étaient encore à ce stade-là. Enfin, on en parlait déjà beaucoup, mais c'était peut-être pas encore là. Bon, je n'ai pas les chiffres hyper précis, mais on sentait qu'il y avait un truc qui était en train d'exploser. The Family, c'est 2015? The Family... en tout cas, The Family, ça nous a aussi beaucoup inspiré à l'époque. Okay. C'était une espèce d'écosystème qu'on sentait énormément bouger. Et nous... on voyait dans les entreprises avec lesquelles on bossait chacun dans nos boîtes qu'il y avait un énorme problème, c'est que tout le monde voulait faire du software parce que c'était la tendance, il fallait faire de la tech, mais tu avais quand même deux grosses populations, des gens du business, un peu en charge du PNL, etc., et des gens de la tech qui faisaient du code, qui ne se parlaient pas. En fait, okay. Fondamentalement, ils ne se parlaient pas. Ils n'arrivaient pas à communiquer, pas le même langage, et donc ça donnait des choses assez moyennes à la fin. Et ça, c'était notre point de départ. La tech, c'est que de l'utilisation en interne pour les process ou c'est aussi partie intégrante de leurs produits? Non, la vraie tech. Enfin, je dis comme ça. Oui, ça peut servir les process internes. Mais pour nous, pour nous, dans notre esprit, c'est vraiment la tech que tu vends. La tech qui fait partie de ton business model, la tech qui fait que tu gagnes de l'argent. Voilà, okay. C'est pas juste la tech supporting, l'outil que tu donnes à tes salariés pour qu'ils soient plus productifs, etc. Ça en fait partie, hein. Je minimise pas cette partie-là. Mais nous, vraiment, ce qui nous passionne, c'est la tech au service du business. Et c'est là où toutes les licornes qu'on voit, leur business model s'est fondu avec la technologie. C'est parce qu'ils font de la technologie qu'ils gagnent de l'argent. Doctolib, ils gagnent de l'argent parce qu'ils offrent une plateforme. Et qu'ils ne sont pas rentables. Allez, passons. Autre sujet. Mais ils ont parfois des bonnes raisons de ne pas l'être. Non, mais on y reviendra. Belle mise en matière, mais juste, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Parce qu'en 11 ans, bien sûr. On en a parlé, au début, vous étiez vraiment une agence. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment plus une boîte de conseil. Vous êtes à l'international, tu as laissé des petites bribes. Ouais, j'ai à peine effleuré la surface. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Et on se dit à l'époque que le meilleur moyen de réconcilier ces deux populations, c'est de faire un truc qui s'appelle du product management, qu'on vole purement et simplement à ce qui se fait dans la Silicon Valley. On regarde, on se dit, attends, tous les Américains, toutes ces boîtes qui cartonnent, ils ont un truc en commun, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent du produit
Voilà, enfin, ils font de la tech, mais ils font du produit. Et ils ont toute une couche de personnes, une organisation qui fait du product management. Et nous, on se dit, faut qu'on fasse la même chose. Il n'y a pas de raison que les boîtes en France, parce qu'on commence en France, elles ne fassent pas la même chose. Voilà. Et ça, c'est le fil qu'on a tiré pendant quasiment 10 ans. Et alors, ce fil, il nous emmène où aujourd'hui ? Il nous emmène à une boîte qui fait un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est évidemment toujours présent en France parce que c'est notre... c'est le marché numéro 1 aujourd'hui ? C'est le marché, c'est le marché numéro 1, de loin encore. On est en Espagne. Donc, à Madrid, les bureaux sont à Madrid, mais enfin, ça adresse tout le marché espagnol. On est en Suisse et on est un tout petit peu en Allemagne. Voilà, mais il y a un potentiel pour le futur. Et petite étape marrante, le premier bureau qu'on a ouvert à l'étranger, c'était en Australie. Et vous l'avez fermé ? Et on l'a fermé pendant le Covid parce que le Covid nous a mis une grosse claque, comme à beaucoup de monde. Et on va dire que l'État australien est un peu moins supportif que l'État français quand ça va pas bien. Et ça devenait, à distance, ça devenait juste tellement galère qu'on a arrêté en Australie. Tu peux, attends, ça m'intéresse trop là, il y a plein de questions, mais juste on va parler de l'Australie, 30 secondes. C'est quoi le point commun avec l'Espagne, l'Allemagne et la Suisse ? Aucun. Et la France, du coup, aucun. Aucun. Alors, point commun, aucun. Quelle opportunité dans ce cas ? Aucune. Mais alors vraiment aucune opportunité. C'est quoi ? C'est le kiff. le surf. C'est le kiff. C'est le kiff. Non, moi j'ai une petite histoire perso. Non, j'ai une petite histoire perso avec l'Australie, c'est que j'ai fini mes études là-bas. Okay. Donc moi je suis diplômé d'université aussi en Australie. Donc c'est là où je suis tombé amoureux de l'Australie, comme beaucoup de Français. Hein. C'est-à-dire il y a une meuf dans l'histoire ou non, alors il y a pas de meuf. Il y a mais... pas de meuf dans l'histoire. Okay. Enfin il y en a eu, mais je veux dire ça n'a rien à voir avec les meufs dans cette histoire. Okay. C'est purement je suis tombé amoureux du pays plus que de quelqu'un en particulier. C'est juste un pays extraordinaire. Il y a beaucoup de Français qui ont la même réaction quand ils passent du temps en Australie. Tu peux dire que tu as perdu de l'argent là-bas ? Avec Tigara ? Ouais. Oui. Mais est-ce que ça t'a permis, d'une certaine manière, de créer une vraie strate d'internationalisation sur les autres pays ? Ça m'a permis de beaucoup apprendre. Enfin, c'est un peu cliché, quoi. C'est l'échec. C'est pas un échec, c'est ce vers quoi en fait, si, c'est un échec. Tu vois, là-dessus, moi, je suis assez direct. Le côté, c'est pas un échec. Si, c'est un échec. Enfin, factuellement, j'allais pas en Australie pour me dire 3 ans après, je ferme la filiale. C'est ce qu'on appelle... 3 ans, okay. Ouais, 2017, 2021, on a dû fermer. Bon, allez, 4 ans après. Évidemment que c'est un échec et je l'ai vécu comme un échec. Maintenant, tu essayes d'en tirer des choses. Tu vois, c'est le côté positif de l'échec. Mais enfin, bon, quand ça se plante, tu te dis pas c'était un apprentissage. Tu te dis, fais chier, quoi. Et c'est le mot que tu ne diras pas, mais que je dis. Ça s'appelle la résilience, les amis. Et on va en parler car je crois que c'est partie intégrante du skill set, de la panel de skills que doit avoir un entrepreneur. Je vais revenir juste à une mini chose. 11 ans, on va pas faire année par année. Combien de temps ça prend pour atteindre le premier million de CA ? Combien vous êtes à ce moment-là ? D'ailleurs, vous êtes combien aujourd'hui ? Je sais pas si tu Aujourd'hui, on est 300. Tu peux me faire les peut-être 3 paliers, 1 million, 10 millions, 30 millions ? Ouais, je vais essayer. Alors, je suis pas le plus connecté aux chiffres. Non, mais je suis pas... tu vois, c'est en moi, j'ai pas l'obsession des chiffres. C'est pas ce qui me... C'est quoi ton obsession au quotidien ? Il y a une métrique que tu regardes ? Je regarde des métriques économiques, mais je me lève pas le matin en me disant c'est quoi les chiffres. Tu vois, il y a des gens qui sont très drivés par ça. Moi, c'est pas mon cas. C'est plus la fierté de ce qu'on fait, l'excitation de nouveaux projets, de ce genre de choses. Les chiffres, c'est vraiment une conséquence. Voilà. Et je dis pas ça genre en mode j'aime pas l'argent, c'est pas intéressant. Non, je suis content d'avoir une boîte qui fait 30 millions de chiffre d'affaires. Hein. Mais tu vois, quand tu me demandes de faire l'historique, je suis pas. Il y a des gens qui sont capables de dire année par année combien ils ont fait de CA. Toi, c'est un peu fou. Moi, j'ai à grosse maille. Donc, premier million, je pense qu'on fait 600 000 la première année, l'exercice 2014, et on doit faire 1,2 million l'exercice 2015. Donc, au bout d'1 an et demi, on fait quand même le premier million. L'avantage du service, c'est que ça va assez vite. Tu vois, c'est un business où quand même, tu as un panier moyen qui est élevé. Moi, faut signer. Hein. Ouais, il faut signer, mais c'est là où tu vois, tu as des agences, par exemple, qui vont te vendre un petit package de développement web à 10K. Bon, moi, mon panier moyen, il est à 120 000 euros, quoi. Donc, quand je signe un contrat, c'est minimum 100 000 euros. C'est quoi le site de vente ? Ça prend combien de temps avant de signer ? Ça dépend ce que tu fais. Dans les activités qu'on a, on a des choses qui sont très opérationnelles, où on va faire du renfort d'équipe. Donc là, ça peut aller très, très vite. Ça, c'est le côté, ce qu'on appelle la régie dans notre monde. C'est un caractère ça peut aller très vite. Tu as quelqu'un que tu connais qui t'appelle, qui te dit « j'ai besoin d'aide ». Ça peut démarrer une semaine après. Et virtuellement, c'est un chèque de 100 000 euros. Tu ne le vois pas comme ça, mais c'est un peu ça. Et puis, tu as des projets plus
de changement organisationnel où la boîte, tu l'accompagnes pour qu'elle se change en profondeur, ça peut prendre 2 ans. De cycle de vente. Hein. Je te disais, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui veulent se lancer et qui se disent même demain, tu vois, un business d'humain, parce que c'est bien sûr, complètement, des teams 100%. à dispo et d'aborder des problématiques nouvelles à chaque fois. Une des questions que je me posais, c'est est-ce que c'est scalable? On va en revenir là-dessus, mais surtout, tu peux nous parler de comment tu as chopé tes premiers clients? Ça, je suis assez curieux de savoir. Oui, bien sûr. En tant que dev. Alors, paradoxalement, c'était pas si difficile que ça. Parce que j'avais déjà fait une transition de dev vers biz-dev. Okay. J'étais passé sales en fait dans ma boîte précédente parce que pour des raisons perso, je me reconnaissais mieux. Voilà, non, c'était pas ça, mais je me reconnaissais mieux dans un boulot de sales qui profondément me correspondait mieux. Et donc j'avais commencé à construire un petit réseau que j'ai réutilisé quand on a démarré Tiga. Et comme j'étais sur des métiers qui n'étaient pas si loin, au final, les interlocuteurs que j'avais avant, en reconnectant avec eux, ça nous a aidés. Je dis pas que c'était hyper facile, mais j'ai un souvenir, je me dis pas on a galéré comme des fous, c'était horrible. Okay. Non, on a plutôt et puis on avait un bon positionnement en fait. Enfin surtout ça a bien marché tout de suite parce que on a tapé juste à l'époque. Vous avez tapé juste sur la problématique ou aussi sur la légitimité que ce soit toi et ton associé? D'ailleurs, quel est le nom de ton associé, que je dis pas ton associé tout le podcast? Alexandre, prénom Alex, exactement. Dédicace. Si tu écoutes ce podcast, si ça t'intéresse, je ne sais pas. Ah, j'espère qu'il va faire des retours. Il n'a pas le temps. Il sera très critique vis-à-vis de son associé. Probablement. Non mais mince, je suis déjà en train d'oublier ma question. Oui, non, tu disais que c'était le. Enfin, c'était plus le bon positionnement que bon positionnement. Oui. Il y avait personne sur ce marché-là? Non. Des gens qui créent une team product. On va en reparler un petit peu après, mais ok, d'accord. Non, il n'y avait pas. Je reviens là-dessus, pas la scalabilité. On termine juste très rapidement. 1,2 million en moins de 2 ans ou 600K et puis c'est ça, 1,2 million. Ça a pris combien de temps les 10K les 10 millions. Je dirais vers 2018 peut-être, quelque chose comme ça. Donc, ça va, 4-5 ans. Ok. 4-5 ans. Donc tu fais x1, x2 les 2 premières années et après tu fais x4 en 10 ans. Ouais, c'est à peu près ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'ai mal fait les calculs, en plus j'ai sous-estimé. C'est plus x5. Mais bref. Non, ce sont des belles croissances. Ouais. Combien vous êtes à 10 millions et combien vous êtes à 30 millions? Dans ce monde-là, ce sont des ratios assez classiques. Tu peux dire globalement 10 millions, c'est 100 personnes. Grosse maille. Et 1 million, c'est 10? 1 million, c'est quasiment 10 personnes. Oui. Parce que ce sont des ratios à peu près de panier à 100 000 euros de chiffre d'affaires par personne. Très grosse maille, parce que là, c'est pas exactement vrai, puisqu'évidemment, tu as du staff qui ne rapporte rien. On se comprend bien quand je dis ça. Hein, ça apporte beaucoup à la boîte, mais ils ne sont pas liés directement à la top line. Ouais. Et tu as des consultants qui vont facturer beaucoup plus, parce que beaucoup plus experts, beaucoup plus seniors. Mais grande moyenne, on va dire, si tu comptes 100 000 euros par employé, c'est sûr, quand tu entends certaines boîtes maintenant de l'IA où tu es à 10 millions d'euros par employé, tu rentres le soir, tu fais « Oh, je suis pas dans le bon business ». Faut pas se comparer. Mais donc, voilà, les ratios, c'est à peu près ça. Donc, quand on finit à 1,2 million, on est peut-être 10 dans la boîte. Vous êtes combien aujourd'hui, tu disais? 300. 30 millions. Est-ce que c'est scalable comme business? On peut scaler de l'humain? Oui. La preuve, il suffit de regarder. Je pense que Accenture doit être dans les 10 plus gros employeurs du monde. Okay. Ils sont ça se compte en milliers, Accenture? Quasi en millions, je crois. D'employés, tu penses? Ouais, là, je suis en train de dire des bêtises, mais en centaines de milliers, c'est une certitude. Faudrait checker, mais j'avais regardé il n'y a pas longtemps, je crois qu'Accenture est dans le top 10 ou top 15 des employeurs du monde. Donc, preuve que tu peux scaler un business qui est humain. Je veux débunker un truc. On est rentré dans cet écosystème startup, tech, dans lequel on te dit modèle d'agence, non. Conseil, c'est pas scalable parce que c'est de l'humain. Pour autant, j'ai toujours entendu, parce qu'il ne faut pas oublier, moi, il y a quelques années encore, j'étais à l'école, on me disait, va faire du conseil pour gagner tes thunes dès le départ. Comment c'est un business qui paye bien? Comment c'est un business où les missions peuvent tellement varier, les cas d'usage, etc. Et pourtant, vous arrivez à signer, donc il y a une problématique là-dessus. Et comment c'est scalable? Il y a plein de questions là. Il y a trop de questions. Alors attends, la première, tu veux que je réponde à quoi? Pourquoi c'est pas sexy on paper auprès de certains VC ou de notre écosystème alors que vous faites la Alors ça a beaucoup quoi. changé. Okay. Ça a beaucoup changé. Sexy, ça le sera jamais, je pense, parce que c'est un business qui est
fondamentalement pas sexy. Tu as plein de raisons. La première, c'est que ce sont rarement des boîtes à mission. Ok. D'accord ? Tu vois, ça, c'est le point de départ. Quand tu vas chez une boîte de la tech dont l'ambition est de radicalement transformer la manière dont, je sais pas, Alan, dont le rapport à la santé, à la médecine, la mission, elle est belle. Tu vois, au-delà de la tech, au-delà de tout ce que tu veux, tu rejoins une boîte aussi parce que son ambition te plaît. Un cabinet de conseil, c'est difficile de mettre une mission sans être hypocrite. Tu vois, on a des convictions, il y a des choses qu'on a envie de changer, on a envie d'avoir un impact, on a envie d'agir sur plein de trucs, mais je suis aussi très humble et très honnête. On ne change pas radicalement la face du monde. Ça reste une activité de conseil. On accompagne on est un support, ouais, bien sûr. On accompagne des clients. Je veux dire, on bosse pour eux. Ils nous payent pour les accompagner eux. Donc, tu peux être sur des missions qui sont super sympas pour des boîtes où tu vas avoir une énorme contribution. Mais en tant qu'entreprise, bon, faut avoir une forme quand même d'humilité sur ce que tu es. Donc ça, c'est un premier cran sur la sexiness. Je pense qu'elle est... c'est le point de départ, on va dire. Après, il y a des tendances, il y a des vagues. Le conseil existe depuis 100 ans. Il y a des moments où tous les jeunes DIP, on leur dit faut aller dans le conseil. Il y a des moments où on leur dit faut aller en finance. Il y a des moments où on leur dit il faut aller dans la tech, il faut être entrepreneur. On a eu la vague là pendant 10 ans entrepreneur, clairement. La sexiness, elle était côté entrepreneur. Parce que des très belles réussites partout dans le monde. Et puis c'est sympa. Et puis en France quand même, tu trouves ? C'est sûr que ça a changé par rapport à avant, mais tu penses que des mecs qui sortent des plus grandes écoles aujourd'hui vont plus vers de l'entrepreneuriat que du conseil en strat ? Tu vas me dire que McKinsey attire plus que The Family ? L'inverse, pardon, que Station F ? Écoute, je ne suis pas capable de donner des proportions, mais oui, à un moment, je pense que la sexiness s'est inversée. Et je le sais très bien parce qu'on donnait, Alex et moi, donc mon associé et moi, on faisait des petits cours dans un master où il y avait des HEC, des Télécoms Paris et l'école 42. C'était un truc un peu marrant, hybride comme ça. Et donc, on venait faire une espèce d'initiation au product management, qui est notre expertise et notre métier. Et tu voyais des gens dans la salle, tu voyais que pour eux, le monde avait changé, quoi. Que leur excitation, c'était de devenir entrepreneur. C'était plus d'intégrer un gros câble, c'était plus d'intégrer une banque. Ils voulaient être entrepreneurs parce que c'est le modèle de la Silicon Valley qui faisait rêver. Donc oui, je ne lance pas sur l'entrepreneuriat. Vas-y. Tu sais que c'est un sujet, on va en parler. Et je vous le dis dès maintenant, on n'est pas d'accord sur tout et ça va donner beaucoup de nuances et un petit débat. Pour revenir juste là-dessus, vous faites quand même des thunes, on est d'accord ? Vous n'avez pas levé ? Non. Donc c'est un modèle classique en fait. Oui, c'est un modèle classique. La valeur et tu réinvestis dessus. Exactement. Pourquoi, encore aujourd'hui, dis-moi si c'est le cas en fait, peut-être je me trompe, mais on ne recommande pas de monter une agence ou une boîte de conseil ? Une agence, pour moi, c'est quoi ? C'est comprendre la problématique d'un client, aller choper de la task force des gens quoi, qui peuvent répondre ensemble en équipe à cette problématique. Et voilà, quoi, apporter du support sur un problème précis. Pourquoi c'est pas... je ne veux pas faire de la rhétorique, mais c'est qui le « on ne recommande pas » ? Parce que finalement, qui ne recommande pas ? En fait, moi, j'ai été lobotomisé, je pense, par l'écosystème startup et tech, qui m'a beaucoup... fait penser que l'idée, c'est pas ce qui fait tout, je suis d'accord, hein, c'est l'exécution, mais que du coup, il faut que tu aies une mission, il faut que tu serves une tranche de la population, il faut que ce soit comme si, il faut du coup, certainement, surtout, que ce soit scalable. Et c'est ce truc-là où je comprends pas. Et en fait, je comprends qu'on nous a vendu un modèle de l'entrepreneuriat où on veut créer une $1 billion compagnie. Ouais, exactement. Tu veux créer une $1 billion compagnie, toi ? Non. Mais exactement. Mais c'est ça qui est important, c'est que, tu le dis, le point de départ, c'est l'ambition. Ouais. C'est que forcément, si tu te mets dans un moule de dire tu as 10 ans pour créer une $1 billion compagnie, est-ce que je te conseille, est-ce que je te dis bah oui, monte un cabinet de conseil ? Bah non, évidemment. C'est impossible. D'accord. Donc, c'est pas le bon modèle pour faire ça. Mais comme tu dis, on a été un peu lobotomisé sur le côté, c'est ça la seule voie maintenant. Pour réussir, c'est faut une boîte qui est super scalable. Enfin, je sais qu'on va avoir le débat après sur le tous entrepreneurs, pas tous entrepreneurs, mais de la même manière que tu as des gens qui vont te dire bah, moi le CDI c'est super, moi freelance c'est super, moi le conseil c'est super. Bah, tu as des entrepreneurs qui vont te dire moi si j'ai pas monté une boîte énorme, je vais pas être fier. Tu en as d'autres qui vont dire mais moi une boîte à 10 millions, rentable, je me paye bien, ça tourne, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, c'est fabuleux. Tu vois, tu peux faire l'historique, tu peux te dire
Finalement, tu fais des tu préfères. On a un channel comme ça sur Slack qui s'appelle Tu préfères. Tu préfères avoir fait une boîte qui a atteint, je sais pas, 50 millions, 100 millions, 500 millions de valo, mais tu t'es toujours très mal payé, puis au final, tu as déposé le bilan parce que ça n'a pas marché, ou tu préfères avoir une boîte de 20 millions, rentable, et tu vis très bien. Tu as des gens qui vont te dire, bah, moi, j'ai l'excitation du truc, puis tu en as d'autres qui vont te dire, moi, la boîte à 20 millions, c'est cool, quoi. Ça me plaît. Donc, là-dessus, tu vois, je vois à mes yeux là que je veux rentrer, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais j'ai tellement envie d'en discuter. En vrai, je suis très d'accord avec toi, mais du coup, c'est une question presque de culture ou d'éducation, en tout cas ce qu'on entend autour et comment on façonne nos ambitions. On va en reparler. Je veux juste faire un mini tour sur Tiga, enfin vraiment un focus là-dessus. Évidemment, on parle de tech. On a parlé de product. Dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que la team product répond à ce besoin de parler à des gens qui sont presque des sales et qui parlent à leurs clients, et à côté d'avoir des devs qui vont potentiellement voir midi à leur porte et pas à celle de Ce sont des choses qui arrivent. C'est ça, c'est aligner l'intérêt de tout le monde pour qu'on travaille dans le même but. Et j'aimerais comprendre comment ça se faisait avant sur un use case et comment vous êtes arrivé et avez changé ça. Si tu peux me donner un exemple concret. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment ça se faisait avant? Donc là, je vais quand même parler d'un bon 15-20 ans, dans la manière un peu à l'ancienne de faire de la tech. C'était très alors le fameux, ce qu'on appelle waterfall, c'est-à-dire tu as des gens qui ont des idées d'un côté et tu as des gens qui les exécutent de l'autre, mais avec une séparation quasi totale entre les deux. Et quand je te disais le point de départ de la création de Tiga, c'est cette réflexion avec mon associé, c'est nous deux, on était les représentants de ça. Moi, j'étais le techos. Et donc, finalement, on me disait, développe ça. Mais on ne me disait pas pourquoi, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est intelligent, est-ce que tes utilisateurs vont apprécier ce que tu es en train de développer. On me disait juste, développe ça et tu seras bien payé et tu seras fier de toi si tu sors la fonctionnalité. C'est-à-dire si tu dis, bah, c'est fini, c'est bon, j'ai développé ma fonctionnalité. Voilà, fin de mon travail. Et puis de l'autre côté, tu avais un mec comme mon associé qui était le penseur. Qui n'avait jamais parlé à un dev de sa vie. Finalement, il ne sait absolument pas comment ça fonctionne, mais il va dire « Ouais, il faut qu'on fasse un truc pour les gens qui puissent l'utiliser comme ça. Voilà, je vais faire une spécification et puis je vais l'envoyer à des devs, à des techs qui vont bien trouver un moyen de le faire. » Voilà. Ça, c'est à l'ancienne. Le product management moderne, on va dire, chamboule complètement cette manière de faire en alignant, comme tu disais, on va faire court parce que je pourrais parler des heures là-dessus. Oui, parce que tu fais une espèce de pont entre le marché, tes utilisateurs, parce que c'est ça la réalité. Besoins, au final, tu essayes de faire le meilleur produit pour les gens qui vont l'utiliser et ensuite de capter de la valeur pour la boîte. Parce que faire le meilleur produit pour l'utiliser s'il n'y a aucun lien avec le business model, ça ne marche pas non plus. Je vais peut-être te donner un truc que tu veux, mais au final, si ça ne me rapporte rien, je ne vais pas en vivre. Et parfois, tu vois, je te donne un exemple très concret, les paywalls pour les magazines. Les paywalls, c'est tu es le monde, tu es l'équipe. Il y a un moment où quand tu n'es pas abonné, tu sais, on va te dire tu as lu tes 10 lignes gratos. Tellement chiant. Tellement chiant. Ça, c'est un exemple typique de fonctionnalité qui est liée au business model de la boîte. Est-ce que c'est une fonctionnalité qui te fait plaisir à toi? Non, mais pas des masses en tant qu'utilisateur, tu vois. Mais elle est nécessaire pour le business de la boîte. Ça, c'est le métier du produit, typiquement. C'est de dire, tiens, ce paywall, je vis de ça. Je vis de l'abonnement. Je suis le monde, je vais tirer X% de mes revenus de l'abonnement. Donc, il faut qu'à un moment ou un autre, je trouve un moyen pour que les gens ils s'abonnent. Est-ce que je vais faire plaisir à Yacine qui est en train de lire tranquille son article et je vais dire « Hop, c'est fini, tu n'as plus le droit de lire ?» Non, je ne vais pas te faire plaisir. Mais mon job, c'est à la fois de te donner le meilleur produit, de capter la valeur pour l'utilisateur, pour la boîte, et ensuite de dire « Bon, maintenant, il faut le réaliser, je vais discuter avec des techs qui vont trouver la meilleure solution pour l'implémenter. » Donc, c'est vraiment le product, du coup, au service du business. Au service du business, des utilisateurs et du business. Mais le bon combo des deux, on va dire. Le bon combo des deux. Est-ce que quand tu vas voir tes clients, ils ont déjà des teams product ou pas du tout? Est-ce que ça a évolué d'année en année? Et je veux comprendre une chose, c'est qu'est-ce que vous leur apportez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, j'ai bien compris la team product, mais est-ce que vous avez des process en interne? Est-ce qu'il y a pas une marque, mais un truc qui est très propre. Il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire qu'on a construit depuis 10 ans. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la première question, tu me demandais est-ce que ça a évolué? Oui, radicalement. Quand nous, on a démarré, honnêtement, la moitié des gens à qui on parlait, ils ne comprenaient pas ce qu'on racontait. Parce qu'ils ne voyaient pas le problème, en fait. Donc, on leur disait mais si, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, c'est pas aligné, machin. Ils disaient,
Oui, bon, ma tech, elle sort, j'ai des devs, ça tourne, tu vois. Pas bien, mais enfin, ça tourne. Donc, et ça a changé complètement. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle boîte, globalement, il y aura une team qui s'appelle Product. 1 ou 10 ou 50 teams qui s'appellent Product. Est-ce qu'ils sont tous parfaits? Est-ce qu'ils sont tous super bons? Non. La preuve, c'est qu'on a encore du boulot. Parce que si tout le monde était au top là-dessus, j'aurais plus de boulot. Et justement, nous, ce qu'on apporte, c'est une expérience, une expertise, et puis une manière d'être. Ça, c'est la surcouche un peu conseil et plus liée à Tiga, qui est notre l'approche humaine qu'on va avoir, l'attitude, plus un rapport, qui est plus il y a une couche conseil, si tu veux, un rapport à nos clients qui est un peu spécifique et dont on est fier. Mais vraiment, le cœur du modèle, c'est l'expertise. Attends, ce rapport là dont tu parles un peu culturel, il est plus tech ou plus business old school conseil? Non, par cravate ou pas? Non, pas du tout. Okay. T'as vu comment je suis habillé? Je sais pas faire de commentaires. Je suis le CEO de la boîte, ouais, voilà. Maintenant, je suis un Steve Jobs en t-shirt blanc. Je n'ai plus que des t-shirts blancs pour pas réfléchir le matin. J'en ai 15 chez toi. Exactement, j'en ai 15 chez moi. Non, on n'est pas du tout... C'est quoi l'approche? C'est exactement de trouver ce point d'équilibre-là entre une culture très tech, parce qu'au fond, on est quand même tech. Mais même moi, à titre perso, je suis un ancien dev, donc ce qui m'amuse, c'est de manipuler la technologie. Et mine de rien, c'est apporter une qualité, une pensée un peu stratégique du conseil, parce qu'on peut charrier les cabinets de conseil, les McKinsey, les machins, etc. Il y a quand même des gens assez brillants dans ces boîtes-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils finissent beaucoup entrepreneurs. Et en plus, maintenant, il y a des ponts un peu entre les deux, et ils finissent entrepreneurs et ils finissent aussi parfois patrons de boîtes créées par des entrepreneurs. Il y a des ponts beaucoup qui sont créés dans les boîtes de la tech, où au bout d'un certain temps, tu vas recruter un ancien Mac BCG pour prendre des pans entiers de ta boîte. Ça s'est beaucoup vu ces derniers temps dans la tech. J'en pense... Tu penses, non mais je veux dire, quelqu'un qui a fait quelques années chez McKinsey, BCG, il est bien câblé pour reprendre une boîte qui est une scale-up Honnêtement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça dépend de plein de facteurs, en fait. Je saurais pas te dire. Je pense que c'est une école de pensée qui est incroyable. Enfin, parce que pour le coup, j'ai beaucoup de potes dans cet écosystème-là et dans ces boîtes-là. Ce sont quand même des machines à analyser des problèmes. Est-ce que ça fait d'eux des bons dirigeants? Franchement, je sais pas. Parce que dans le dirigeant, il y a de l'exécution quand même. Hein. Ouais, il y a de l'exec, puis il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de... Enfin, quand tu es tes conseils, tu ne gères pas les problèmes organisationnels, enfin, tu ne gères pas les problèmes managériaux de tes clients. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas payé pour ça. Parfois, mais enfin, ce n'est pas le but non plus. Quand tu passes côté opérationnel, tous les gens qui dirigent des boîtes le savent, le management et la gestion de l'humain, c'est une énorme partie du taf. C'est la plus grosse? Ouais, c'est la plus grosse. C'est la plus chiante ou la plus excitante? C'est la plus prenante. C'est beau, c'est diplomatique comme réponse ou pas? C'est diplomatique. C'est la plus Sois-le pour le moment. C'est la plus exigeante et c'est la plus prenante. Est-ce que tes clients captent rien pas à la tech, mais à l'enjeu de la tech? Et si je te parle de ça, c'est parce qu'on est en train de vivre l'arrivée de l'IA. Ouais, très violent. Je te parle pas d'âge. Enfin, tu me donneras pas ton âge, mais moi je te dis. Je suis né avec Adibou et les débuts d'Internet. Donc j'ai quand même ce petit souvenir que j'ai l'impression que mes gosses et même mon petit frère n'a pas connu. Je veux dire, mon petit frère est né en 2000. Je pense qu'il n'a pas connu, quoi. Il s'est inscrit sur Facebook, le mec, et nous on avait MSN, tu vois. Bref, pour revenir là-dessus, est-ce que tu peux me comparer un petit peu ces tech de rupture, ces révolutions, et juste comprendre comment tes clients le voient? En fait, est-ce qu'ils comprennent que c'est une opportunité mais qu'ils n'ont aucune idée de comment la saisir? Est-ce qu'ils s'y intéressent pas et c'est vous qui devez les convaincre? Non, ils s'y intéressent. Hein, on ne va pas faire passer les gens pour des débiles. Dire, les gens avec qui on travaille, qui sont nos clients, sont quand même... dans l'immense majorité des gens assez brillants. Je dis pas ça pour les caresser dans le sens du poil, je m'en fous. Mais enfin bon, on bosse pas avec des gens qui sont... C'est-à-dire, s'ils sont là au poste qu'ils occupent, c'est qu'ils sont pas complètement cons non plus. Hein. Donc, en revanche, ils ont des sensibilités différentes à la tech. Ça, c'est clair. On en a qui sont très technophiles, qui voient tout de suite le potentiel et qui se disent « Ok, faut tester, faut faire des expérimentations, faut y aller, faut voir l'impact que ça va avoir sur la boîte. » T'en as d'autres qui vont être loin. Et dans ce cas-là, est-ce que notre job, c'est de les convaincre? Oui. Oui, en tout cas, c'est de leur ouvrir les chakras clairement sur les sujets. C'est de leur donner du contenu pour qu'ils s'inspirent. L'IA, c'est chaud quand même, sujet. C'est chaud. Tu t'attends à quoi, là? C'est chaud parce que on est vraiment au plateau de l'excitation, là. Donc,
Les gens mettent beaucoup d'argent dedans. Ils ont raison de le faire parce que si tu le fais pas, tu vas quand même prendre beaucoup de retard. Et en même temps, c'est très frustrant parce que ils n'ont pas vraiment le ROI de leur investissement. Il y a une stat qui est sortie il n'y a pas longtemps. Là, tout le monde parle que de ça là, sur LinkedIn. Sur 95% des investissements qui ont été faits en IA vont jamais en prod ou un truc comme ça. Bon, ok, mais à la limite, c'est un peu le jeu d'une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie, faut l'apprendre, faut l'appréhender, faut faire des tests, faut faire des expérimentations, il faut accepter que tu vas perdre de l'argent. Par contre, si tu le fais pas, là, tu te mets en risque. Tu te mets en énorme risque. Donc, si tu fais pas de test. Moi, j'aime bien. Regarde le comparatif. J'en ai parlé récemment. Je dis souvent que moi, l'argent me rend pas heureux, mais ne pas en avoir me rend anxieux. Donc, c'est une commodité pour moi. C'est juste un moyen, mais c'est pas une finalité. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire? C'est-à-dire que si tu ne prends pas le train, tu t'en mordras les doigts. Mais si tu le prends maintenant, tu vas quand même te tirer un petit peu les cheveux au début. Ah bah tu vas douiller. Ok, c'est sûr, douiller, c'est sûr. Mais comme je veux dire, cette vague techno-là, elle est quand même très violente. Je veux dire, l'IA, c'est quand même... Plus que Internet 2000 ou je sais même pas, 2010, je suis pas un grand oracle de l'histoire des technos. Oui, mais bon. Et t'es vieux. Ouais, je suis dev et vieux. Je suis pas si vieux et plus si dev. Mais c'est une grosse claque quand même. C'est une grosse claque. Ça change beaucoup de choses. Pour moi, ça rebat les cartes des jobs. En fait, là où fondamentalement ça a un énorme impact aussi, c'est que ça va changer des fiches de poste, ça va abattre des frontières qu'il y avait entre les rôles. Moi, je le vois beaucoup dans les départements que je connais bien, c'est-à-dire tech, produit, design, c'est un peu ma spécialité. Et l'impact, il est très fort parce qu'on a passé 10 ans à faire des job descriptions un peu clairs. C'est-à-dire, bon, expliquez-nous, ça fait quoi un product manager? Ça fait quoi un product designer? Ça fait quoi un lead tech dans l'organisation? On les a mis dans des cases, en fait. Un peu. Et là, on parce que les gens, parce qu'il y a besoin de clarté, parce que c'est faire. Tu vois, tu montes une organisation, ton passage à l'échelle, tu as des boîtes qui ont grossi super vite. Il y a un moment, elles ont besoin de clarté. Elles ont besoin de comprendre ce que font les gens, juste pour que ça tourne. Donc, tout le monde a fait des fiches de poste et ça prend des temps. Et c'est pas fini. Enfin, j'ai encore des conversations parfois où tu te dis, bon, on en est encore là, quoi. Mais oui, c'est nécessaire. Sauf que là, tu as un truc qui, en fait, rebat vachement les cartes. Parce que ton product manager, où on lui avait dit, bon, la tech, c'est ton interlocuteur, mais c'est pas ton job. Tu n'es pas là pour aller voir un tech et lui dire quoi faire. Tu es là pour lui amener une problématique. Et ton tech, il va te dire, par rapport à ce que tu me dis comme problématique, moi, je vois bien comment la résoudre. C'est un peu comme ça. Là, en fait, le PM, maintenant, on lui dit, on te donne plein d'outils pour essayer de la résoudre un peu toi-même, la problématique. On te donne les moyens de la résoudre. Peut-être pas jusqu'au bout, peut-être pas pour un truc qui va être dans les mains des utilisateurs 2 heures après, mais tu as beaucoup plus les moyens de le faire. Et ça peut faire peur si tu peux me parler juste des gens en interne chez vous qui n'ont pas été recrutés pour ça? Ça peut faire peur. Je vois des gens qui prennent très bien la vague et je vois des gens qui la prennent pas, même en interne. Tu vois, et donc si le petit crew on dit m'écoute, ils vont se dire oh là là, j'espère qu'ils parlent pas de moi. Mais je suis très honnête. Et bon, ce que je dis là, un micro, ce qui va sortir dans un podcast, je le dis évidemment en interne. Mais oui, je ne sais pas si c'est parce que ça fait peur, mais aussi parce que c'est pas facile, quoi. Ça demande du temps, il faut s'y mettre, c'est se faire violence. Moi, je constate aussi beaucoup un truc, c'est que parfois les gens ont du mal ils oublient qu'ils peuvent apprendre. Ils ont du mal à se stretcher. Qu'est-ce que j'aime ce que tu racontes. Ils oublient que tu es 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pas fini, tu vois. C'est pas parce que tu sais pas faire un truc à l'instant T que 2 mois après, tu sauras pas le faire. Est-ce que quand on te recrute, tu te dis, là je te parle de toi en tant que recruté, que nouvelle recrue, on m'a appelé pour ces missions, je dois faire ces missions. Et du coup, tu vois, ta fiche de poste évolue, tu prends en grade, il y a du no-code qui arrive, il y a de l'IA. Tu vois, quand il y a des gens où ils se disent déjà, est-ce que je vais réussir à faire mes missions ? Comment toi, en interne, tu arrives à les upskill, tu vois, à leur dire non, t'es capable. Parce que souvent, tu l'as dit toi-même, mais je suis assez convaincu que c'est qu'une question de personnalité, de comprendre, déjà de vouloir avoir envie de s'améliorer et d'apprendre et d'avoir plus d'impact, mais surtout aussi de se dire, mais je suis grave capable. C'est ça le point de départ. Enfin, c'est l'unique critère, c'est ça. On n'est quand même pas sur des choses qui sont... on ne demande pas à des gens... On n'a pas besoin d'avoir Félix ou de... Exactement, on ne demande pas à des gens qu'on a embauchés pour faire un truc de se former à la physique quantique. Tu vois ce que je veux dire ? Un truc qui nécessiterait 3 ans d'études, de faire un post-doc, un machin. Ok, là tu as des gens qui pourraient dire bon, t'es sympa, mais enfin, c'est pas mon job, quoi.
Là, pour moi, c'est juste une évolution naturelle de leur métier. En fait. Donc, s'ils n'ont pas la curiosité de ça, c'est un problème. C'est un problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les accompagner. Attention. Mais il y a un point de départ qui est nécessaire et qui est personnel. Et tout le monde peut changer. Et tout le monde peut si tu as envie et si tu acceptes de te faire mal. Il faut accepter de se faire mal. Ok. Alors moi, je t'avais dit, ouais, mais il faut être positif. Je sais que vous, entrepreneurs, allez, je peux me mettre dedans, mais on prend du plaisir dans la douleur. Mais je considère que l'objectif doit être important. Tu peux pas juste moi j'ai pas envie d'aller faire des trails parce que franchement c'est super vous tous, je sais pas si t'en fais partie. Non, je fais pas. Et puis vous me faites culpabiliser je fais de ouf. Mais je fais pas de non mais voilà, je sais que je prendrai pas du plaisir le long et qu'à la fin je serai en mode ok c'est un super dépassement physique mais il y a un côté où j'ai pas pris du plaisir. Bref, là je m'écarte, je veux juste terminer une chose sur l'IA. Je suis convaincu, dis-moi si tu partages ça, mais ma question elle vient juste après, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui 95% des jobs qui ne nécessitent pas une exactitude à 100%, donc à savoir la santé, peut-être le légal ou des choses comme ça, mais on peut les faire et on peut se former en quelques mois aujourd'hui. Déjà, je veux savoir si tu partages ça. Et surtout, ma deuxième question, elle est, et là c'est vraiment à la nouvelle génération, mais à tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi le skills dans ce cas-là que toi tu recherches, sachant que tu recrutes sur plein de positions, de jobs différents. Donc voilà, c'est cette première question. Est-ce que tu es d'accord que 95% des jobs peuvent être aujourd'hui réalisés, même si tu n'as pas fait 5 ans d'études dedans? Et du coup, en fonction de ça, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui chez des employés? Alors, je vais te laisser la stat. Le 95,5, je ne sais pas. Ok. En revanche, on va dire sur le fond, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de jobs, particulièrement dans notre écosystème. Quand je dis notre écosystème, je vais inclure un peu tout ce qui est la tech, le tertiaire, des jobs un peu cadres. Voilà, je ne rentre pas dans des trucs très spécifiques. Je ne parle évidemment pas des métiers manuels, c'est un autre registre, qui peuvent aussi s'apprendre d'ailleurs. Hein. Je parle du monde de l'entreprise. Voilà, je parle un peu ce monde dans lequel nous, on vit plutôt. Oui. Enfin, ça rejoint mon point d'avant qui était les gens peuvent se stretcher. Tu vois, je prends du marketing, par exemple. Beaucoup de gens qui travaillent dans le marketing. J'espère que je ne vais pas me faire démonter pour ça, mais c'est pas si sorcier que ça. Tu as beaucoup de choses dans le marketing qui ne sont pas insurmontables. Tu as quelqu'un qui arrive, il ne connaît rien au paid, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà, ce n'est pas insurmontable. Je ne dis pas que tu vas avoir des gens super, super forts. Et tu ne seras peut-être jamais au niveau des gens super, super forts qui sont passionnés par le truc. Mais pour être bon, en quelques mois, en pratiquant, en se donnant du temps pour le faire, tu peux devenir bon. Et comment tu... Il y a une question que tu pourrais poser demain en entretien. Je ne sais pas si tu fais encore des entretiens, mais pour capter ça, c'est un peu tu vois, ce serait un socle commun à tous tes collaborateurs demain. Tu veux qu'ils aient ce skill. C'est quoi? Tu as dit stretching, donc s'étirer en français. Ouais, c'est dur à évaluer. Moi, écoute, je vais avoir une réponse qui est peut-être un peu bizarre et peut-être prétentieuse. J'espère qu'elle ne sera pas mal interprétée. Moi, je cherche l'intelligence. En fait, ça paraît idiot, mais... Il y a plein de formes d'intelligence. Il y a plein de formes d'intelligence, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai. Et je le vois beaucoup. Moi, je fais des études d'ingé dans des grandes écoles. Tu avais des gens absolument brillants sur des intelligences mathématiques, mais avec des intelligences sociales catastrophiques. Un micro serait pas très intelligent. Exactement. Alors que tu les prends sur un autre sujet, tu te sens vraiment nullissime. Donc, tu as complètement raison. Mais alors, on va dire une intelligence qui correspond à mon type de métier. Donc, il y a un mélange d'intelligence sociale, d'intelligence de capacité d'apprentissage. Donc, et ça, je vais quand même le sentir assez vite. Tu lis l'intelligence à la curiosité et à l'envie d'apprendre ou pas forcément, c'est encore autre chose? C'est une forme d'intelligence quand même. Pour toi. Okay. Puis surtout quand la curiosité, c'est ce qui va alimenter quand même ton cerveau, tes réflexions. Donc oui, on pourrait le tourner dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des gens très intelligents qui n'ont aucune curiosité? Peut-être, je sais pas. Et j'ai envie de dire que la curiosité, ça se titille. Et c'est peut-être ton job aussi, peut-être, de titiller la curiosité des collaborateurs. Donc voilà, c'est ça que je cherche, moi. C'est ça que j'essaye de chercher. Après, c'est pas facile. Hein. Je veux dire, ta question, est-ce que tu as une question pour... non, j'ai pas de question typique, magique qui fait où je me dis, c'est bon, super. Non. Et puis, globalement, comme tu dis, il y a plein de formes d'intelligence. Mais c'est un critère pour moi, la finesse intellectuelle. Je cherche de la finesse intellectuelle.
Alors déjà, j'espère que ceux qui veulent rejoindre Tiga ont bien entendu parce qu'il va vous attendre au tournant sur les prochains rendez-vous. Je fais plus d'entretien, donc c'est bon. Ah, t'en fais plus du tout, du coup. Non, voilà, ta team va écouter. Quasiment plus. Et non, moi je termine juste là-dessus, mais je note quand même un petit peu d'importance, en tout cas beaucoup aujourd'hui, du soft skills, de l'humain. Ouais, toujours. Ouais, mais je trouve qu'on mettait moins ça en avant. Mais attends, ce n'est pas le débat. On va revenir à nos moutons. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vais essayer de comprendre. Est-ce qu'il ne faut pas être fou pour entreprendre? Est-ce que tu n'es pas un peu starbé, cher Hugo? Je sais pas. C'est pas ce que je me dis en brasant le matin, que je suis complètement starbé. Est-ce qu'il faut être fou? Non, faut pas être fou, faut pas exagérer. Courageux, peut-être? Courageux, c'est sûr. Naïf? Faut pas avoir peur, en tout cas. Voilà. Je sais pas si c'est de la naïveté, mais faut pas... faut voir le verre à moitié plein et pas le voir à moitié vide. Parce que, ouais, je pense qu'il y a une forme d'optimisme parce que c'est ce qui te donne envie d'y retourner. Parce que c'est quand même une grosse course d'obstacles. Voilà, ça, tout le monde te le dira. C'est quand même le chemin, enfin l'entrepreneuriat, pour moi, je le compare à un spectre émotionnel. C'est-à-dire tout est amplifié. On faisait des petits réglages de gain avant sur nos micros. Bah voilà, faut imaginer que l'entrepreneuriat, c'est pas on a juste les petites barres vertes, c'est que pam, ça part dans le rouge en haut, puis pam, ça part dans rien du tout en bas. C'est qu'une succession de ça. Donc, faut avoir un peu le cœur bien accroché. Donc, je dirais plus que de la folie, c'est en résilience. Je sais pas, j'ai jamais été complètement à l'aise avec le terme. Je le maîtrise pas assez, mais oui, il faut de l'abnégation, quoi. Ça, c'est sûr. Comment c'est venu T'as pas été entrepreneur toute ta vie? Je sais même pas si t'es, j'allais dire né entrepreneur, je pense pas, mais est-ce que tu avais ce visu depuis tout petit? Est-ce que tu aurais pu entreprendre plus tôt? C'est un petit peu ça. J'aurais dû, je pense, parce que j'avais pour le coup ça en moi depuis très longtemps. Mon vrai déclencheur, je crois que c'est au niveau de la classe de seconde, où je me suis dit, je sais pas pourquoi, je le positionne là, tu vois, à peu près. Où je me suis dit, ouais, je veux être entrepreneur. Je mettais pas vraiment les mots, les trucs, mais je sentais que j'avais ce besoin d'indépendance, d'autonomie dans mes prises de décision, de sentiment de liberté, qui est un peu d'ailleurs bizarre quand on est entrepreneur, parce que c'est un faux sentiment de liberté, mais bon, il y a une part de liberté en tout cas. Et ça, je l'ai eu en moi quand même très tôt. Donc, toutes les études, j'ai fait des études hyper classiques, j'étais en prépa, etc. Donc là, tu penses à rien, parce que c'est pas le moment. Ça n'a pas créé un peu de frustration, tout ça? Non, j'étais trop dans un tunnel. Je veux dire, pas. À la fin, tu sais, quand tu as fait ton école et tout, c'est pas ça qui t'a dit, attends, faut que je reconnecte au Hugo de 15 ans quand j'étais en seconde? Je pense que je l'ai pas autant psychanalysé que ça. Ah bah mec, tu vois, ça fait dans la tête d'un CEO. Ouais, c'est vrai, vrai. Désolé, Hugo. Mais, écoute, je suis content de faire cette thérapie. Tu me diras à la fin combien je te dois. 150 balles ça me coûte très très cher cette histoire. Net d'impôt. Mais en plus, en cash, très bien, parfait. Je sais pas. Tu sais, après ça, c'est chacun a son caractère. Dans le mien, j'ai pas le côté. Je passe mon temps à regarder en arrière. Mais tu disais que ces montagnes russes, ces extrêmes d'émotions, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, au-delà que ça ne te fasse pas peur, j'ai l'impression que ce qui est plutôt plateau... Ça m'excite. Exactement. Ah ouais, non, mais ça m'excite. Okay. Ah non, mais bien sûr. Et moi, c'est ça que j'essaie de voir. Je serais malheureux sans l'entrepreneuriat. Mais du coup, c'était pas un peu plus plat, la prépa? C'était pas juste rester cantonné avec... Pas, pour ceux qui en ont fait, c'est une espèce d'énorme tunnel. Donc oui, c'était plat. Enfin, je sais pas, c'était... Tu l'as fait pour papa et maman ou pas? Non, je l'ai fait... non, pour toi? Pas du tout. Ils étaient pas pushy dans ce domaine. Je l'ai fait parce que bon... Si on revient un peu sur moi, ma jeunesse, tu as beaucoup de gens à ton micro qui vont peut-être se présenter en disant « Ouais, moi j'ai un parcours atypique. » Alors moi, c'est tout l'inverse. Tu vois, moi j'ai un parcours mais qui est hyper classique. Je suis un pur produit parisien. Je suis né avec une énorme cuillère en argent dans la bouche et j'en ai complètement conscience. T'as grandi où? J'ai fait mes études dans le 16e de Paris. J'étais à Janson-de-Sailly. Donc tu vois un truc très... c'était à 100 mètres de chez moi. Donc vraiment, là, je suis... grandi à 5 stations de métro. Hein. Bah, écoute, mais moi, j'étais du bon côté 15e. Je veux pas ça. Mec. Et ouais, on était dans le public, le bon. Voilà, donc tu vois, donc là-dessus, mon parcours, il est... très bien. Et j'ai beaucoup, encore une fois, j'ai conscience de ma chance. Donc j'ai eu de la chance, je suis bien né, j'ai fait des études parce que c'était une espèce de suite un peu logique. J'ai fait mon lycée, on m'a dit l'année prochaine c'est prépa, j'ai fait super, c'est prépa l'année prochaine, tu vois. Et après j'ai intégré une école d'ingé, super, ça m'a bien plu, pas de grief, pas de frustration. C'est juste que j'aurais dû entreprendre en école d'ingé. J'avais déjà j'avais déjà le truc en moi, et mon associé, c'est un pote d'école d'ingé. Et donc à ce moment-là, en fait, pour notre petite histoire,
Nous, on a l'idée de créer une boîte ensemble en 2006 et on l'a créée en 2014. On se connaît depuis 2006. Et en 2006, on veut créer Lydia. Arrête. Avec mon associé. Notre passion, en fait, on est tous les deux entrepreneurs dans l'âme, même si on a mis longtemps à concrétiser le projet. Et on voit ce truc de paiement entre amis, groupe de potes, classique, hein, je pense. Même constat de départ que Cyril, sûrement quand il a créé Lydia. Même constat, et on se dit, ouais, il y a un truc à faire, on voit que ça ne marche pas, etc. Et alors là, notre courage a fait on a vu la montagne, on a fait oh là là, les paiements, c'est compliqué. C'est 8 ans d'expérience qu'il vous a fallu pour être courageux, c'est ça? Je pense qu'on avait besoin de mûrir, ouais, clairement. On n'était pas prêts. Mais c'est que et c'est là où je dis on a manqué de courage. Ouais, on a manqué de courage. C'est pas des guidelines que vous avez apprises. Non, c'est du courage. C'est de la confiance en soi, c'est du courage. On aurait dû le faire à l'époque. Aurait dû le faire. On en avait parlé un peu en off, je ne me souviens plus du temps, mais il y a eu un déclic. Est-ce qu'il y a eu une personne, je ne sais plus si c'est une personne ou un événement? Ouais, j'ai eu un... Je ne sais pas s'il est lié à l'entrepreneuriat ou peut-être à une phase de croissance. Ouais, j'ai eu un déclic qui m'a poussé à être entrepreneur. Et souvent, on parle de l'argent. Je ne suis pas obsédé par l'argent, mais j'aime bien ça. Non, ouais, j'aime bien ça. Ça, pas de problème, et c'est vrai que c'est une forme de réussite aussi. Vraiment aucun problème à le dire. Donc ça me guide pas le matin, mais je suis content d'en avoir, quoi, clairement, et de pouvoir en gagner. Et c'est en Australie. Quand je finissais mes études là-bas, j'étais dans une famille qui m'hébergeait, qui m'accueillait très gentiment, et la femme du couple qui m'accueillait, qui est vraiment une personne que j'adore, Hilary. Un moment, elle m'emmène me balader dans le quartier dans lequel il vivait. J'étais à Brisbane, donc qui n'est pas la troisième ville en Australie après Melbourne et Sydney. Il y a plein de Frenchies là-bas. Il y a plein de Frenchies, mais c'est un peu plus roots que Sydney et Melbourne, quoi. C'est un peu plus, on dirait, provincial en France. Enfin, on ne peut plus le dire, mais on dirait ça quand même, régional. Et donc, elle m'emmène et elle me fait passer un moment devant une super baraque. Et elle me dit, tu vois, ce mec-là, il est entrepreneur. Et il n'y a qu'en étant entrepreneur que tu peux avoir une baraque comme ça à 30 ans. Et elle me dit, il a 30 ans, il est entrepreneur. Et c'est resté, tu vois, c'est resté. Je te dis pas que, encore une fois, j'ai créé une boîte pour ça. Mais j'ai aussi compris à ce moment-là que si je voulais une forme de vraie indépendance financière, que si je voulais avoir une chance un jour de passer un vrai cap, il y avait quand même que ça qui était possible. Ce que tu as dit, cette très sage Hilary, sage oui. en anglais wise, quoi, mais très intelligente, qui le dit en France? Ce type de phrase-là? Ouais. Non, ça veut dire que, tu vois, là, le gars qui est riche, bah, c'est en entreprenant qu'il a réussi. Tu le dis pas en France. Ça, tu ne le dis pas? Bah, pas trop. Est-ce que c'est pas un problème crime qu'on fait contre la prochaine génération? Parce que, attends, si on le dit pas, on dit des choses. Et on dit quoi dedans? Pour être riche. Comment on peut être riche en France? Je pense qu'on n'aborde pas. Enfin, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Bah, on dit implicitement en faisant carrière, CDI et rentre dans des grosses boîtes, non? On ne dit même pas. Est-ce qu'on met au bout le mot pour être riche? Conseil, tu vas avoir un bon salaire. Si tu rentres dans ces grandes écoles de prépa, ensuite tu veux faire ces prépas, tu peux faire école d'ingé, école de commerce. Sur ces grosses. On ne te le présente pas sous cet angle-là. On te le présente sous l'angle de la sécurité financière. Ça n'a rien à voir. Alors, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est plat du pied, plutôt que se dire je vais être champion du monde. Exactement. Quoi. On te dit pas pour exploser, il faut faire ça. On te dit pour avoir de la sécurité financière, il faut faire ça. Ça n'a rien à voir. Alors, on y arrive. Est-ce qu'en France, on a des entrepreneurs qui sommeillent et qui ne sont même pas au courant de leur potentiel juste parce qu'on ne leur a pas dit et qu'on ne leur a pas montré que c'était possible? Ah bah c'est sûr. Mais je te vois sourire, mais je sais. Parce que je le pousse, je le tends. Oui, je sais. Mais est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? La réponse est non. Et on peut répondre oui à la première question et non à la Non, deuxième. mais raconte-moi. Oui, il y a clairement des entrepreneurs. C'est évident. Attends, je peux même te donner un exemple très concret. Ma femme est entrepreneur aujourd'hui. Elle n'était pas du tout destinée à ça. Mais alors, pas du tout. Elle l'est depuis combien de temps? Elle l'est depuis 3 ans. Voilà. Donc, elle l'est depuis 3 ans. Et elle vient. Et déjà, scolairement, elle n'était pas destinée à faire une prépa et une grande école. C'est par hasard, parce qu'un prof, elle vient de Bretagne, d'un petit village à côté de Fougères en Bretagne, avec des parents absolument géniaux, mais qui n'ont pas été dans ce Gotha parisien où on te parle de tout ça. Ils avaient leur job, plutôt dans l'industrie. Ils n'étaient pas là à pousser leur fille à faire des grandes études. Ils étaient très contents si elle était heureuse. Enfin, ils reviennent à des basiques qui, d'ailleurs, sont hyper sains. Okay. By the way. Hein. Donc,
il la poussait pas à faire une grande carrière, il la poussait à faire un truc qui lui plaisait, à être heureuse, ce qui est déjà assez génial. Mais il se trouve qu'il y a un prof à un moment qui lui a dit « Ah, quand même, tu devrais regarder ça. » Donc déjà, tu vois, coup de chance, quelqu'un lui ouvre un peu des portes auxquelles elle n'aurait pas eu accès. Elle fait une prépa, elle cartonne, elle fait une très grande école à Paris. Ensuite, pareil, elle est dans un moule, le salariat. Elle me dit, elle est diplômée. Sécurité financière. Et même sécurité de tous les efforts que j'ai fait pour en arriver là. Okay. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de dédain par rapport à ça. Il ne faut absolument pas avoir de dédain. On est très positif ici. Mais bien sûr. On n'est pas méchant. Je pense qu'il y a une frustration parce qu'on n'ouvre pas assez la porte aux gens et en même temps, il ne faut pas être dédaigneux envers les gens qui ne font pas ce choix-là. Okay. Voilà, et d'où mon point d'après que je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais donc, pour en revenir très vite à Charlotte, elle rentre dans un cursus très justement grande boîte, je vais faire ma carrière là-bas parce que sécurité, j'ai un bon diplôme, j'ai une expertise, machin, et elle n'a aucune connexion avec l'entrepreneuriat. Et c'est venu plus tard, où là, elle a commencé à réaliser qu'il y avait tout un autre monde qui pouvait s'ouvrir à elle, et elle a franchi le cap. Parce qu'elle a commencé à être dans un écosystème un peu différent, avec des gens qui lui ont dit, mais en fait, c'est possible, quoi. Vas-y, prends le risque. Charlotte, grande dédicace. Je vais poser une question. Elle viendra sur ton podcast. Ah bah avec plaisir. Elle a monté quoi? Elle fait de la... ouais, bien sûr, c'est une boîte qui s'appelle Datac, qui fait de l'assurance en cybersécurité. Je vais dire de l'attaque, mais non. Voilà, okay, bon. Qui fait de la défense plutôt. Okay, c'est pour ça qu'il y a le petit jeu de mots. Oh là là. Qui se ressemble, ça semble très très drôle. Voilà. Non, question toute bête, je sais que tu vas pas l'aimer, mais sois très honnête. Est-ce que tu considères que, je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble? Longtemps. Longtemps? Ouais. Est-ce que tu penses que te voir toi entreprendre lui a permis de se rendre compte qu'elle aussi, elle pouvait le faire? C'est sûr et certain. Donc le mimétisme. Ouais, c'est une réponse honnête, hein, mais elle le dit elle-même. Donc c'est pas moi parce que j'avais peur que je sois en mode c'est pas à moi de le dire. Non. Ah non, mais elle le dit elle-même. Et parfois, elle me le dit pas gentiment. C'est-à-dire que c'est de ta faute. Ouais. Ah oui. Tu m'avais pas dit les montagnes émotionnelles. Exactement. Okay. Et parfois, c'est pas du tout oh merci, grâce. C'est pas ça. Hein. C'est plutôt oui, j'ai été un peu poussé parce que je t'ai vu faire et que je me faisais une image de l'entrepreneuriat, mais maintenant que je suis dedans et que j'ai les mains dedans, je me marre pas tous les jours, quoi. Mais elle est fière quand même. Bah ça pour le coup, là faut lui demander. Bon. Non, ça. Suite au prochain épisode avec Charlotte, autant je pouvais répondre à la première, autant à la deuxième, ça je peux pas me prononcer pour elle. J'ai quelques mini dernières questions. Je sais qu'on croque le temps et on va terminer. Il nous reste quelques petites minutes. J'ai des questions un peu philosophiques. On est dans l'entrepreneuriat, on parle de ça. C'est quoi? T'as des enfants ou pas? J'ai un fils de 5 ans. Ouais. L'année prochaine, il rentre CP? L'année prochaine, il rentre CP. C'est quoi la matière que tu aimerais qu'il ait, en tout cas du CP au CM2 en primaire, mais que tout le monde devrait avoir? Ah, bah alors ça, il y en a plein. Donne-moi une, surtout. La plus importante. Ce serait pas entrepreneuriat, mais ce serait une forme d'éducation civique. Et je vais expliquer ce que je veux dire par là. On avait ça, d'ailleurs, quand j'étais au lycée, on avait un truc absolument terrible d'1 heure par semaine d'éducation civique en seconde, je crois. Okay. Ça, on avait ça. Personne n'en avait rien à foutre, c'était terrible. Enfin, on apprenait la composition de l'assemblée. Enfin, c'était des trucs comme ça. Okay. J'aimerais qu'il y ait ce côté, on t'apprend, on te donne les prémices de. Alors, il est peut-être un peu petit quand même. Je le verrais peut-être plus au collège, ça. Mais de la vie active, tu vois. On t'apprend. Il y a de l'éducation financière. On fait aucune éducation financière en France. On est nul en éducation financière. Peut-être un deuxième cours là-dessus. Okay. Peut-être, mais tu vois, éducation financière. Mais c'est les gens sortent de leurs études, sortent du bac. Je pense qu'il y en a 80%. Et là encore, je balance des chiffres, j'en ai aucune idée. Ils savent pas comment ça fonctionne un prêt immobilier. Ils savent pas comment on calcule un taux d'intérêt. Mais ça paraît idiot, mais c'est la base de la base. Ils savent pas un placement. On leur apprend rien en fait. T'es livré à toi-même. Donc bien sûr que les gens découvrent, et c'est là où ça crée une injustice, parce que ceux qui vont mieux s'en sortir, c'est ceux qui ont les parents ou l'environnement qui va leur apprendre ça, qui va leur dire achète un truc, fais ci, fais ça, mets un peu d'argent de côté ici, voilà comment ça marche. Eux, ils vont partir avec un avantage énorme. Donc l'éducation financière, et c'est peut-être là où on devrait aborder les différentes filières. Voilà comment on gagne l'argent, voilà comment on paye l'impôt, voilà ce qui finance les taxes. Non, mais j'aime beaucoup, en fait, en train de dire aussi de dépeindre un peu la société, de parler de l'État, de même parler des différents jobs, de comprendre comment tu peux faire tes thunes. Et peut-être... Et là, tu parles du CDI et de l'entrepreneuriat. Moi, je voudrais en parler. Bon, on fera ce cours ensemble. Vas-y. J'ai une autre question. Et je sais que je voulais pas parler de politique, mais je trouve que là, le moment est tellement magique. C'est merveilleux. Demain, je veux dire, t'es nommé Premier ministre. Allez, on va aller plus loin. T'es président. Bref, c'est quoi la première mesure que tu prends?
Oh, elle est dure celle-là. Je l'aime bien celle-là. Elle est tellement théorique. Non mais on s'en fout, viens, on rentre pas dans la théorie. C'est quoi le changement que tu voudrais qu'il y ait? Et il est peut-être pas lié aux politiques, il est peut-être lié juste à notre vie au quotidien, tu vois. Tu veux que je te dise? Franchement, je devrais avoir une réponse, mais je sais pas. Je trouve la France tellement ingouvernable que je sais même pas si je serais capable de prendre une décision qui soit. Qu'est-ce que je ferais? Ta décision, c'est de démissionner. Hein. Ouais, bah peut-être. C'est ça. C'est devant l'emploi. Si tu nous écoutes. On parlait de courage. C'est très courageux comme décision. Non, je pense que mais beaucoup ont cette envie, je pense, avant d'avoir la fonction suprême ou d'être Premier ministre, ils ont envie de vraiment exécuter leurs réformes. Tu vois, beaucoup, quand ils le disent, au bout de leur truc. Je pense qu'ils y croient fondamentalement. C'est peut-être ma grande naïveté vis-à-vis du monde politique, mais je pense que beaucoup pensent, et je suis d'ailleurs persuadé qu'un Macron qui là est quand même vraiment descendu très très bas dans l'opinion et je vais dire malheureusement de manière, c'est un peu justifié quoi. Je pense que fondamentalement il y croyait. Tu vois, à l'envie de faire des réformes structurelles, de faire passer beaucoup de choses, mais tu es confronté à un tel immobilisme, une telle méconnaissance. Enfin, parfois, je regarde beaucoup la chaîne parlementaire. Tu vas me dire, t'as que ça à foutre. Il y a beaucoup d'interviews des patrons de boîtes, des grands patrons du CAC 40, etc. C'est hyper intéressant. Les gens devraient écouter ça, c'est hyper intéressant. D'entendre les confrontations entre les enquêtes sénatoriales ou de l'Assemblée nationale, enfin les commissions d'enquête, pardon, et ces interviews qui parfois durent 3 heures. Hein. C'est passionnant. On les connaît, les images avec Bernard Arnault. Voilà, et là, tu comprends. Là, tu comprends pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas. Tu comprends les problèmes qu'on a sur le droit du travail. Tu comprends les problèmes qu'on a sur les taxes. Je sais qu'il faut qu'on avance. Non, mais il faut surtout qu'on termine. J'ai cette dernière mini-question. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé de résilience. Je te le donne comme ça, mais en fait, je te pose la question plus basique, rapide. Hein. C'est quoi le skill qui est commun à tout bon entrepreneur qui réussit, selon toi? Le trait de caractère, le truc. Ouais, je resterai quand même sur le côté la hargne. Enfin, y a un côté, faut avoir envie de se battre, quoi. Faut être hargneux, tu vois. Est-ce que Macron, il est pas hargneux? Si, oui, mais il est pas entrepreneur. C'est quoi la différence entre un Macron, un homme politique et un entrepreneur? Ça n'a rien à voir. C'est comme je voyais, il y a souvent des comparaisons entre l'État et une entreprise. L'État, c'est pas une entreprise, ça n'a rien à voir. Okay. L'État ne gère pas un chiffre d'affaires. Ils font pas d'argent, l'État. Ils cherchent pas à faire des services pour gagner de l'argent. Ils ont un rôle de rendre service aux gens. Ils vont s'occuper de tout ce dont nous, les entrepreneurs, on veut pas forcément s'occuper. Hein. Parce que c'est pas rentable. Et c'est pour ça que l'État le prend en charge. Donc, ça n'a rien à voir. Il gère un président de la République, il y a les familles, les entreprises et l'appareil d'État. Et c'est en permanence composé entre ces 3 trucs-là. Donc, ce n'est pas un entrepreneur. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas être hargneux pour être en politique. Hein. Faut être super hargneux aussi. Mais un peu plus, même. Peut-être. Ouais, et puis il faut accepter de s'en prendre plein la gueule publiquement, ce qui est quand même un autre c'est sacré fou, gageur. Donc, je dirais la hargne, l'envie, parce qu'il y a quand même des matins où tu te lèves, c'est dur, quoi. C'est les amis, je vais terminer là-dessus, mais merci. Un grand merci, parce qu'en fait, on sent qu'on peut dérouler pendant longtemps. On pourrait faire un podcast de Mathieu Stéphanie, là. On pourrait faire 3 heures. Écoute, Mathieu, je laisse à Mathieu ces 3 heures. Tout le monde dit c'est long, mais il fait le plus d'écoute, le mec. Ça s'écoute bien. Non, moi, c'est ce message, un merde à toutes les personnes qui entreprennent, mais surtout celles qui n'entreprennent pas encore. Si vous avez la hargne, et peut-être si vous sentez un décalage ou une frustration à un moment, bah voilà, c'est le but de ce podcast, c'est de montrer que tu peux être né avec une cuillère d'argent dans le 16e et vouloir prendre des risques. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai. Alors, merci de nous avoir expliqué en tout cas pourquoi. Je te laisse le mot de la fin. Et si tu veux nous la balancer... allez, spoiler, c'est quoi le dernier pays que vous allez ouvrir avec Tiga? C'est quoi le prochain? Le prochain, c'est vraiment insister en Allemagne. Voilà, on va beaucoup. J'ai cru qu'il allait dire l'Australie, le comeback. Non, c'est bon, j'ai assez donné. Puis maintenant, j'ai un fils de 5 ans, donc les allers-retours 4 fois par an avec l'Australie, ça passerait un tout petit peu moins, je pense. Écoute, j'ai hâte de parler avec Charlotte, avec ton fils, peut-être dans quelques années. Petite famille d'entrepreneurs. On va commencer par Charlotte, on verra pour mon fils. Je termine là-dessus, mais j'en suis sûr et certain, s'il a les 2 parents qui sont entrepreneurs, ce que les parents renvoient est plus important que ce que la société renvoie. Et du coup, il se dira... C'est possible. La voie plus royale que le CDI.
L'avenir nous le dira. Je ne sais pas si je serai encore à ce podcast. Un grand merci Hugo. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. La semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.